Donc nous allons justement laisser la parole à Claire Carrette pour nous parler des modalités de prise en charge, j'imagine, multidisciplinaire lors d'un échec ou d'une reprise de poids ou perte de poids insuffisante après une première chirurgie de l'obésité. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir invitée. Donc, j'ai la particularité effectivement d'être médecin nutritionniste. Je suis endocrino-diabétologue de formation et maintenant je fais de la nutrition dans le service du professeur Tchernikov, donc à l'hôpital européen Georges Pompidou. Alors, je suis d'accord avec vous. Moi, je trouve que pour avoir une idée un peu sur une technique, c'est qu'il faut avoir du recul. Donc, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait de publié avec du recul supérieur à 10 ans. J'aime bien ce papier qui a été publié dans le New England en 2017 qui montre justement le recul de l'intervention qui est probablement la plus ancienne, la plus validée, donc le bypass gastrique à 12 ans. C'était une série quand même de 835 patients et c'est des Américains et en gros dans le groupe de gauche, il y a 418 patients qui sont opérés, qui ont donc un bypass gastrique roux en Y. Et dans le deuxième groupe du milieu, on n'est peut-être pas obligé de parler du troisième groupe parce que ça complique un peu les données, mais le deuxième groupe du milieu, c'est des patients qui n'ont pas eu le bypass roux en Y parce que tout simplement, la plupart du temps, ils n'avaient pas d'assurance maladie pour rembourser ce geste. Donc il y a probablement, il peut y avoir des biais, parce que c'est peut-être des patients probablement un peu plus précaires, mais voilà, en tout cas ils n'ont pas pu être opérés parce qu'ils n'avaient pas d'assurance maladie qui remboursait. Et donc qu'est-ce que ça donne? Alors zut, on ne voit pas bien, j'avais pas anticipé ce problème de résolution. Ce que je voulais vous montrer, on peut peut-être le voir, c'était à peu près l'IMC, alors je crois qu'il n'y a pas l'IMC, il y a le poids moyen et les données, comment on peut regarder? On va faire comme ça et on va agrandir la page. Ouais. Voilà, non mais c'est bon, je vais me débrouiller. Comment je fais? Ouais. C'est parce que j'ai un Mac. Bon, en gros, le poids moyen des patients, c'était 133 kg. Et ce que vous pouvez voir, c'est dans le groupe 1 qui est opéré, ils perdent de 133 kg et ils arrivent à 97 à 12 ans. Ils n'ont pas mis l'IMC là. Et puis 129 kg dans le groupe non opéré et qui reste à 122 kg 12 ans après. Donc là, il y a les données qui apparaissent en termes de perte de poids, de diminution de BMI, en comparant donc le groupe opéré au groupe non opéré, en sachant que dans les patients non opérés, il y en a qui ont été réopérés ensuite parce que finalement, ils ont une assurance maladie qui a pu rembourser la chirurgie bariatrique. Donc voilà, donc on voit que ceux qui finalement ont été opérés ont perdu quand même du poids, alors que ceux qui n'ont absolument pas été opérés n'ont pas perdu de poids, et qu'en moyenne, à 12 ans, on a quand même 35 kilos, c'est en kilos de perte de poids et 11,5 points de BMI, ce qui n'est pas le cas dans le groupe non opéré. Sur le détail, on ne va pas regarder, mais il y a une amélioration effectivement de la glycémie à jeun, de l'hémoglobine glyquée, du cholestérol et des triglycérides. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent les valeurs individuelles de données des patients. Et donc ça, c'est dans le groupe opéré. Donc on voit avec le temps, d'abord la perte de poids massive dans les 3 premières années, et puis cette petite tendance qu'on voit toujours à la reprise de poids sur la médiane ou la moyenne, avec l'écart type. Et puis là, on a les valeurs de chaque individu. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a des patients qui vont perdre beaucoup plus, en gros, qu'il y a une forte variabilité de la perte de poids, et des patients qui vont perdre moins. Ça, c'était chez les données des patients qui sont opérés. Ça, c'est les données des patients qui ne sont pas opérés. Donc en gros, vous voyez qu'ils restent relativement stables. On peut dire dans la médiocrité ou pas, ça dépend. Le pire, ce serait qu'ils prennent du poids, et il y en a qui prennent du poids. Et puis il y en a qui ont été opérés finalement, c'est ceux qui ont des petits losanges transparents. Donc on voit que eux, effectivement, perdent du poids avec toujours cette extrême variabilité dans la perte de poids. Ça, je vous ai remis juste l'étude SOS, qui n'est pas parfaite parce qu'en fait, quand on regarde les résultats à 20 ans, on voit la même chose. On voit une perte de poids massive la première année et une reprise de poids qui a toujours été largement commentée. Mais le problème, c'est qu'à la fin, il n'y a plus que 13 bypass dans cette étude-là. Donc c'est un peu compliqué, je trouve, de se baser sur ces résultats-là. Et finalement, quand on va plus dans le détail, toujours sur les résultats de ces données-là, des patients opérés dans ce travail publié par Adams, quand on regarde, l'histoire de la variabilité de la perte de poids, à 12 ans, ceux qui ont perdu plus de 30% de perte de poids, alors je ne sais pas si c'est ça le succès de la chirurgie bariatrique, il y en a 40%, plus de 20%, 70%, et plus de 10%, 93%. Donc tout dépend du cut-off qu'on va se donner en termes de succès ou d'échec. Et sur la sleeve, il n'y a pas beaucoup de données à long terme. J'ai trouvé ce travail avec un recul de 11 ans. Je crois que c'est des Belges qui ont publié ça. C'est une série consécutive de 110 patients.
J'ai pas trouvé que l'étude était super bien écrite, mais bon, voilà, je me permets de le dire, c'est peut-être pas bien, mais voilà. En tout cas, par exemple, il y a 2 patients qui sont décédés, un de suicide et l'autre de cancer du côlon. Et on nous dit que c'est pas relié à la procédure. Donc c'est effectivement pas forcément directement relié, mais c'est toujours difficile, je trouve, en recherche, on n'est pas de dire si le décès est relié ou pas. Et par exemple, le patient qui se suicidait, on nous dit que c'est parce qu'il avait des problèmes d'argent, mais l'histoire ne dit pas si c'était un patient bipolaire qui a été opéré, qui s'est mis à devenir hypomane, à dépenser son argent, à se mettre, etc. Enfin, voilà, c'est toujours un peu compliqué, je trouve, de broder sur ces résultats-là. En tout cas, dans ce travail, on nous montre qu'il y a, donc ça c'est les patients qui ont été réopérés, 20% qui ont été repérés en raison d'un reflux et d'autres en raison 81% en raison d'une reprise de poids. Et alors, cette diapo-là, elle montre les résultats donc à 12 ans. Ici, vous avez les patients du groupe Sleeve, je crois qu'il y en avait 47, donc c'est un petit nombre, hein, mais on voit que globalement, alors là ici c'est plus compliqué, c'est le pourcentage de perte de poids, le pourcentage d'excès de perte de poids. Alors nous les chirurgiens, d'excès d'IMC, les chirurgiens parlent souvent comme ça en excès de poids, alors que nous les médecins nutritionnistes on parle en pourcentage de perte de poids. Donc c'est des fois un peu compliqué de s'y retrouver. Moi je trouve que je préfère utiliser le pourcentage de perte de poids parce que l'excès de poids c'est toujours compliqué à se représenter pour les patients et en plus ça présuppose qu'il y aurait un poids idéal, ce qui n'est pas une évidence. Donc je préfère le pourcentage de perte de poids ou le pourcentage de perte d'IMC. Mais bon. Donc là on voit qu'en tout cas à 3 ans la perte d'excès de poids elle est au-dessus de 80% et à 12 ans en gros on est à 61%, 62,5%. Et ici dans le groupe conversion, la perte de poids était moindre initialement, entre 70 et 75%. Ils ont été réopérés et donc ils rejoignent le résultat initial de perte de poids. Et donc voilà, finalement la conclusion c'était que quand même un patient sur 4 était réopéré dans ce travail et que la perte de poids moyenne était à 62%, la perte d'excès de poids était à 62,5% à 11 ans. Et donc finalement, ça nous amène un peu à cette discussion de savoir qu'est-ce que c'est l'échec d'une chirurgie de l'obésité. C'est éminemment compliqué. Là, je pense que j'imaginais que la question qu'on me posait, c'était plutôt sur la reprise pondérale, qu'on considérait comme un échec. Mais il y a des tas d'autres situations qui peuvent être considérées comme des échecs, que la résurgence des comorbidités. On sait que le diabète, par exemple, avec le bypass, il est initialement, il disparaît dans 75% des cas, mais il y a pas mal de travaux qui montrent qu'il réapparaît. Dans le travail d'Adams, il y a à peu près 50% des patients à 12 ans qui ont à nouveau un diabète de type 2. Donc ces comorbidités, elles reviennent avec le temps. Dans le diabète, on imagine que ça peut être lié à la reprise de poids, mais ça peut être lié aussi au fait que le diabète, c'est une maladie évolutive, qu'il y a un défaut de sécrétion de la cellule bêta et que ce défaut, il continue d'évoluer dans le temps et que ça, c'est pas certain que la chirurgie lutte contre ça. Il y a des échecs en termes d'image corporelle. Ce qu'a montré certains travaux, c'est que les patients ont des attentes en termes de perte de poids qui ne sont pas toujours réalistes vis-à-vis de ce qu'en fait, on va pouvoir leur faire perdre du poids. On voit souvent des patients qui ont un anneau gastrique qui se considèrent en échec thérapeutique, mais ils ont perdu 15% de perte de poids. Or, c'est la moyenne de la perte de poids qu'on peut attendre avec un anneau gastrique. Donc moi, je ne considère pas qu'ils sont en échec. En fait, ils ont les résultats qu'on pouvait obtenir en moyenne avec un anneau gastrique. Donc tout dépend un peu de la question qu'on se pose. Et puis après, c'était pour vous citer les choses qu'on voit. On voit le développement d'addiction, notamment à l'alcool, après la chirurgie bariatrique, ça peut être un échec. La résurgence des troubles du comportement alimentaire, ça c'est quand même très fréquent. Les histoires de suicide qui ont été discutées notamment avec le bypass, les carences nutritionnelles qui sont un peu mon quotidien, et puis il commence à y avoir des travaux sur les fractures à long terme et les risques de cancer qu'on a déjà évoqués, du bas-œsophage notamment avec la sleeve. Et puis ça, c'était toujours pour revenir sur... Alors là, c'était le papier des Belges que j'ai cité en deuxième, qui a été publié donc en 2016. Ils avaient utilisé ce petit score-là de Likert pour savoir si les patients considéraient que leur chirurgie était réussie ou pas. Et donc ils disaient, est-ce que vous êtes heureux des résultats en termes de poids? Est-ce que vous êtes heureux en termes de qualité de votre alimentation, en termes de qualité de vie? Est-ce que vous referiez une sleeve ou est-ce que vous dites que vraiment vous regrettez de l'avoir fait? Et est-ce que vous recommanderiez la sleeve aux autres patients? Et les scores étaient en fait très positifs, en moyenne à 8 dans ce travail.
C'est en général ce qu'on retrouve, et même les patients qui ont des complications, c'est vrai qu'on est toujours surpris parce que c'est rare qu'ils regrettent l'intervention. Alors c'est peut-être juste un processus humain normal de ne pas regretter, je ne sais pas, mais c'est impressionnant. Alors, juste pour essayer de vous livrer mon sentiment sur la question, c'est que cette histoire de reprise de poids, elle est quelque part un peu attendue. Ce qu'on sait, c'est que l'obésité, c'est une vraie maladie, et que les obésités qu'on est censé opérer, c'est des obésités installées, chroniques, avec en général des échecs d'interventions diététiques successives, et qu'on sait qu'il y a une transformation du tissu adipeux avec le temps. Il y a à la fois une hypertrophie des cellules adipeuses et une hyperplasie, et ce qu'a bien montré notamment l'équipe de Karine Clément à la Pitié, c'est qu'il y a une transformation de ce tissu adipeux avec l'attraction, les adipocytes, donc les cellules du tissu adipeux qui vont sécréter des monocytes, des molécules pro-inflammatoires qui vont attirer les monocytes, les macrophages, qui vont transformer ce tissu adipeux et qui vont le fibroser. Et ce qui explique en partie que peut-être le tissu adipeux peut résister comme ça à la chirurgie bariatrique et aux tentatives de perte de poids. Et puis ça, c'était juste pour vous rappeler des travaux sur la génétique. C'est un travail qui est quand même, des travaux qui sont relativement anciens, qui datent des années 90 d'un généticien canadien, mais qui montre bien l'interaction gène-environnement qu'on peut avoir dans le modèle de l'obésité. Et ce que vous voyez à gauche, c'est une toute petite série, chez 12 paires de jumeaux monozygotes. On a fait une épreuve de suralimentation. Donc c'est la Star Academy de la suralimentation. Ils sont enfermés pendant 100 jours dans un château. Je plaisante. On leur donne 1000 kilocalories par jour en plus de leur alimentation normale 6 jours sur 7, puis on regarde ce qui se passe. Et ce qui est assez amusant entre guillemets, c'est qu'on retrouve un peu ce que disent les gens, mais je comprends pas, à la cantine je mange la même chose que mon voisin et lui il prend pas un gramme et moi je prends 3 kilos. Et bien ce qu'on voit, c'est qu'effectivement dans cette épreuve de suralimentation, tout le monde quand même prend du poids, mais il y a des gens qui vont prendre 6 kilos et puis d'autres qui vont prendre 12 kilos. Et quand votre jumeau monozygote il prend 12 kilos, vous avez de fortes chances de prendre à peu près la même chose. Ce qui montre, c'est qu'il y a probablement une susceptibilité génétique à cet environnement qui est obésogène. Et puis c'est un peu pareil pour l'exercice physique. Là, c'est 7 paires de jumeaux. On leur fait faire 1000 kilocalories par jour d'exercice physique 9 jours sur 10. Et puis, on voit que la perte de poids, elle est très variable. Il y en a qui perdent quasiment rien, et puis d'autres beaucoup. Et en général, vous perdez à peu près comme votre jumeau. Et de la même manière, avec ce qu'on appelle le Very Low Calorie Diet. Donc, c'est un régime très basse calorie qu'on n'utilise plus, qui était utilisé à certaines époques par les nutritionnistes à 400 kilocalories par jour. Autant dire que c'est intenable et que c'est sûr que les patients ne le respectent pas. Mais d'ailleurs, ils ont fait beaucoup moins long. Ils ont fait 28 jours d'épreuve. Mais on voit aussi que la perte de poids, elle est extrêmement variable, de 6 à 14 kilos, et qu'on perd en général la même chose que son jumeau. Donc tout ça, c'est un peu simpliste, mais c'est pour vous illustrer l'interaction entre l'environnement et les gènes, et le fait que l'environnement obésogène va jouer différemment selon votre patrimoine génétique. Et sur la diététique, c'est un rappel un peu basique, mais de vous montrer que on peut avoir deux plateaux très différents, mais qui ont à peu près le même contenu en calories, et que c'est pas parce qu'on mange peu en volume qu'on peut pas manger beaucoup en calories. Et donc la chirurgie bariatrique, il y a une partie de ces gains qui sont liés à la restriction et au fait qu'on diminue le volume des repas, mais à long terme, si on reprend un volume correct, on peut refaire des repas riches en calories non équilibrés. Et ce qu'on voit, c'est que dans le plateau de gauche, il y a beaucoup moins de fibres, beaucoup moins de vitamines, etc. Ça a été montré. Et sur la diététique, il y a ce travail-là, je trouve, qui est intéressant, qui compare 4 régimes isocaloriques à teneur variable en protéines, glucides et lipides. En gros, les régimes un peu à la mode aux États-Unis, qu'on retrouve aussi en France, où soit on mange que du gras, soit on mange que des protéines, soit on mange que des glucides, etc. Donc là, ils les ont testés chez 811 sujets obèses pendant 2 ans de suivi, 51 ans à peu près, 62% de femmes, IMC 33. Donc ça faisait un déficit de 700 kilocalories par jour par rapport à leurs apports habituels. On leur faisait faire quand même de l'activité physique, et puis il y avait des encouragements par des sessions de groupe et individuelles qui maintiennent le régime. Et puis là, vous avez la composition de chaque régime qui sont globalement différents. Ce qu'on voit, c'est qu'en termes d'efficacité, ils sont tous pareils. Donc il n'y a pas un régime qui est supérieur à un autre. Globalement, la restriction calorique, qu'elle soit liée à un déficit en protéines, en glucides ou en lipides, ça revient un peu au même. On perd 6 kilos le 6 premiers mois.
Ça se maintient à peu près 1 an et puis petit à petit on reprend du poids et puis si on attendait encore un peu, on serait remonté. Donc on voit qu'ils sont la restriction calorique, inéluctablement, elle s'accompagne d'une perte de poids et puis d'une reprise de poids. Et bon, ça c'est peut-être un peu plus anecdotique, mais ce qui était intéressant, c'est que le facteur clé de la perte de poids dans cette étude qui a été remontrée, c'était le suivi, l'intensité du suivi. Et ça m'amène à un commentaire qui est qu'effectivement, pour que la diététique fonctionne dans les grandes études, et c'est ce qui a été émis dans les recommandations américaines, il faut vraiment un coaching très très assidu. Il faut que les gens soient revus très régulièrement en consultation, etc., qu'ils soient motivés par des sessions en groupe, individuelles, adaptées éventuellement à leur culture, etc. Et dans ces cas-là, on peut obtenir une perte de poids importante. Et ce que je voulais rappeler ici, c'est que je vous rappelle que la chirurgie bariatrique, elle est remboursée, mais pas la consultation avec la diététicienne, ni la consultation avec le psychologue. Donc voilà, ça c'est les recos américaines. Conseils, ils disent plus de 14 in-person counseling sessions, donc il faut voir plus de 14 fois quelqu'un en individuel ou en groupe pendant les 6 mois de la première période. Et puis après on allège un peu, etc. Donc pour que ça fonctionne, il faut quand même beaucoup d'accompagnement. Et puis ça, c'était juste pour illustrer que la reprise de poids, elle est physiologique. Je vous l'ai déjà montré avec les 4 types de régimes. Mais là, on voit un peu la même chose avec cette reprise de poids. Et ce qui était intéressant dans ce travail, c'est qu'ils avaient étudié les hormones qu'on connaît maintenant, qui régulent la prise alimentaire. Et ce qu'on voit, c'est qu'inéluctablement, il y a une baisse, par exemple, de la gréline, qui est une hormone sécrétée par l'estomac qui est orexigène, une baisse au début, et puis une remontée. Et donc ces modifications hormonales peuvent peut-être expliquer la résistance à la perte de poids. Ça vous connaissez probablement un peu les critères pour la chirurgie, mais donc quand un patient a repris du poids, je pense qu'il est bon de se reposer quand même ces questions. Est-ce que tout ce suivi préalable à la première chirurgie avait été correctement fait? Est-ce qu'on avait évalué correctement toutes les contre-indications? Est-ce qu'on n'est pas passé à côté d'une maladie bipolaire? Ça nous arrive régulièrement. D'une dépendance à l'alcool, de je ne sais quoi. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de nouveau depuis la chirurgie? Les patients prennent du poids souvent à la faveur ou à la défaveur d'événements de vie négatifs. Est-ce qu'ils ont perdu leur travail? Est-ce qu'ils ont des difficultés financières, etc., etc. Donc c'est important quand même d'avoir un peu le contexte de cette reprise de poids. Et puis de refaire une évaluation préopératoire. Et je ne savais pas qu'il y avait 2 RCP maintenant qui étaient proposés par la HAS. Je ne sais pas s'il faut faire 2 RCP, mais en tout cas, il faut se prendre le temps à nouveau de revoir la psychologue, la diététicienne, de refaire le point sur l'état nutritionnel, les troubles psychologiques et toutes les comorbidités avant de les réopérer. Ça c'est juste pour rappel, les recos sont anciennes, mais elles recommandent un suivi à vie après la chirurgie bariatrique, 4 fois par an la première année, 1 à 2 fois par an ensuite, avec toujours aucune consultation ni diététicienne ni psychologique qui est remboursée, des examens biologiques qui sont recommandés mais qui ne sont pas remboursés, notamment pour la vitamine B1. Et puis ça c'est une piste peut-être pour l'avenir, c'est très à la mode, c'est d'essayer, comme ça représente une masse, on pense que là il y a à peu près 500 000 patients qui ont été opérés en France, c'est une masse très importante de patients à suivre qui ne peuvent pas évidemment être suivis tous par des médecins nutritionnistes qui connaissent bien la chirurgie bariatrique, et donc ils vont être suivis par des médecins généralistes, voire pas suivis du tout. Et l'idée, c'est d'essayer de les équiper d'outils sur leur smartphone, par exemple, et de faire de la télémédecine. Donc, il y a assez peu d'études. Là, c'est une revue récente qui rapporte les 2 essais randomisés contrôlés de télécoaching comme ça après chirurgie bariatrique, et qui montrait que le bénéfice, il était essentiellement sur l'amélioration de l'image corporelle et sur les troubles du comportement alimentaire, mais qu'il n'y avait pas d'effet sur le poids, la dépression ou la qualité de vie. Et malheureusement, il n'y avait pas de données concernant l'activité physique. Donc voilà, en conclusion, les comorbidités, les rechutes, je pense que ça a déjà largement été évoqué. L'enjeu, c'est vraiment d'essayer d'organiser le parcours de soins péribariatriques. Et je ne sais pas si vous êtes au courant du projet d'article 51, de proposition de rembourser des parcours de soins dans lesquels on intégrerait vraiment l'aspect diététique, psychologique, nutritionnel à la chirurgie pour essayer d'avoir un parcours un peu plus cohérent. Et puis, ça c'est les alternatives qu'on pourrait discuter à la rechirurgie bariatrique, qui sont quand même des médicaments, puisque maintenant il y a quelques molécules qui sont efficaces
pas le Mediator, mais des nouvelles molécules qui, semble-t-il, même seraient bénéfiques sur le plan cardiovasculaire, et c'est dommage qu'on ne puisse pas les utiliser en France. Et puis il y a des propositions des gastro-entérologues, de ballons ou de sleeves endoscopiques, voire d'embolisation de l'artère gastrique. On a un protocole, mais qui n'a toujours pas été financé à la HEGP sur cette question. Je vous remercie. Alors, une précision avant de passer aux questions, c'est que les 2 réunions de concertation pluridisciplinaire, il y a quelque chose d'un peu nouveau auquel on n'est pas habitué en France, c'est la déconnexion entre les recommandations médicales, en l'occurrence la Haute Autorité de Santé, elles n'ont pas officiellement changé depuis 2009, et les exigences de remboursement ici de l'assurance maladie, un petit peu comme aux États-Unis où effectivement on décide de rembourser telle ou telle intervention ou pas, et dans telle ou telle circonstance. Donc les 2 RCP, c'est une question de remboursement, c'est pas forcément une question médicale. Y a-t-il des questions? Il y a sans doute des questions. Oui, s'il vous plaît. Encore moins. J'aime beaucoup votre présentation, entre parenthèses, et elle aborde tout. Elle aborde tout, et sauf quelque chose d'intéressant que je n'ai pas entendu, c'est l'espérance de vie. L'espérance de vie chez l'obèse, comme vous le savez, il est fortement diminué quand il est morbide. Et quels sont les résultats des opérations? Vous avez entre autres une belle étude canadienne sur le bypass qui montre que l'espérance de vie sous bypass redevient la même chez le sujet normal quand le bypass évidemment est efficace. Et Andrea, il a parlé de l'étude française qui montre la même chose, une diminution très claire de la mortalité. C'est ce qu'il a souligné en disant qu'il y en avait marre du oui mais bon, moi je fais quand même du oui mais, je suis dans mon rôle. Hubert. Oui, en fait, toute cette réflexion, elle tourne sur qu'est-ce que c'est qu'un échec d'intervention de chirurgie bariatrique. Parce que la patiente qui a repris 10 kilos après son opération, c'est pas un échec. Ben non. Ouais. Pour elle peut-être, voilà. Mais nous n'avons pas de critères. Parce que, et finalement, dans les articles scientifiques, on vous dit, bah alors voilà, donc le pourcentage de perte d'excès de poids, le pourcentage, tout ça, c'est une façon de bien présenter les choses. Mais on s'y perd. Et nous aurions besoin, et ça, je pense que c'est les sociétés savantes qui doivent se pencher sur cette affaire, de fixer des critères d'échec. Est-ce que c'est des reprises médicamenteuses? Est-ce que c'est le patient qu'on a sorti de l'obésité morbide et qui retourne? Est-ce que c'est le patient qui a été opéré mais qui est toujours en obésité morbide? On a besoin d'avoir une certaine clarté parce que finalement chacun dans nos consultations, on est sous la pression du patient et puis tout ça est assez aléatoire finalement. C'est sûr. Et on comprend bien que dans cette affaire, le patient a peut-être un peu trop de place par rapport à la réflexion médicale, et on comprend que la Sécu puisse également s'interroger en disant mais vous me dites qu'il faudra opérer, mais sur quels critères? Surtout qu'on voit des patients quand même, bon après moi je suis dans un CHU, voilà, c'est peut-être un peu différent du recrutement qu'on peut avoir dans d'autres centres, mais on voit des gens qui ont eu 3 ou 4 ou 5 chirurgies bariatriques, c'est pas 2, hein, on est à 3, 4, 5. Là on peut quand même se poser la question de la pertinence d'une réintervention au bout de la 3e ou de la 4e. Parce que par exemple pour vous, je peux faire court, mais le patient qui était obèse morbide avec un diabète, qui n'a plus été obèse morbide, qui n'a plus de diabète et qui récupère un diabète alors qu'il n'est plus en obésité morbide, c'est un échec ou c'est pas un échec? Non, pour moi c'est pas un échec, c'est attendu, en fait c'est ce qu'on observe, hein. Donc tout dépend après s'il a repris du poids ou pas. S'il est revenu à son poids antérieur, je pense que c'est un échec. Si par contre le diabète réapparaît tranquillement, on a l'impression qu'en fait la chirurgie bariatrique, notamment le bypass, mais la sleeve aussi, permet de décaler un peu les traitements du diabète, en fait je dis 10 ans, c'est un peu à la volée, ça dépend évidemment des patients, mais on gagne peut-être 10 ans de traitement et d'évolution du diabète, mais inéluctablement il revient, parce que pour avoir un diabète, il faut avoir une maladie de la cellule bêta, et ça elle est là, voilà, donc elle reste là. Hein. Votre communication renforce notre idée. Sur le diabète, je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Hein, parce qu'il n'y a pas que la malabsorption, il y a aussi la malabsorption et l'effet des incrétides intestinales, donc qui jouent. Et les résultats dépendent en fait non pas de l'effet restrictif. Toutes les restrictions, et même comme j'aime, font maigrir
et guérissent le diabète temporairement, qui reprend. Par contre, les opérations comme le bypass en oméga, qui comportent une danse biliaire relativement longue, ça on pourra en discuter pendant encore quelques heures, donnent des résultats qui sont étonnants. Moi, à 14 ans sur le diabète chez mes bypass oméga, j'ai 90% de guérison, et contrairement à ce que vous dites, c'est un grand nombre de malades reprennent du poids, mais guérissent quand même leur diabète. Je pense qu'il faut savoir de quel diabète on parle, parce qu'en fait, chez l'obèse, il y a... diabète de type 2. Oui, mais dans le diabète de type 2, il y a beaucoup de choses. Alors, dans les types 2, il y a ceux qui passent à l'insuline, bien entendu. Eh bien, ceux qui passent à l'insuline, moi, je les vois supprimer leur pompe à insuline et repasser à la metformine. C'est pas un succès total, mais c'est déjà un progrès. Étant libéral, j'ai pas beaucoup de temps et surtout pas d'interne pour m'aider à publier, mais je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant à faire sur les études cliniques et pas simplement se contenter des rats. Non, mais on ne se contente pas des rats, et justement, un travail remarquable. Ce dont je vous parle, c'est des résultats chez l'homme. Mais je pense que ce dont il faut se méfier, c'est que le diabète chez l'obèse, c'est pas toujours un diabète très sévère, et tout dépend de quoi on parle. Et d'ailleurs, les études dans les médicaments du diabète, en général, elles étudient pas du tout les mêmes patients que ceux qu'on va voir nous dans les services de nutrition. Par exemple, dans le service de diabétologie de Cochin, avec lequel on travaille, ils ont plutôt des patients qui ont entre 25 et 35 d'IMC et des diabètes furieux, des vrais diabètes de type 2 avec une escalade, etc. Et c'est souvent des gens qui ont une obésité particulière qui est viscérale, très androïde, et qui est celle qui est associée aux complications cardiovasculaires et métaboliques. Et nous, dans les services d'obésité, on a des femmes jeunes qui ont des obésités très importantes, avec des IMC très importants, mais qui ne sont pas très diabétiques. Elles ont des hémoglobines glyquées à 7, 7,5, mais pas beaucoup plus que ça. Et je pense qu'on manque vraiment de données, pour le coup, sur le devenir à long terme des patients qui ont ce que j'appelle là le diabète furieux, mais bon, c'est le vrai diabète de type 2 du patient qui n'est pas forcément si obèse que ça. Et je pense qu'effectivement, le rôle des incrétines, il est majeur, et on le voit d'ailleurs quand on utilise les traitements par analogue du GLP-1, puisqu'on injecte l'hormone qui est favorisée, dont la sécrétion est favorisée par le bypass ou la sleeve. On le voit de façon pharmacologique quand on injecte cet analogue du GLP-1, le diabète s'améliore et les patients perdent du poids. Moins qu'avec la chirurgie, mais ils perdent quand même du poids. Vous avez parfaitement raison, et il manque une expertise, c'est les obèses que vous désirez, c'est inférieur à 35, voilà, on ne sait pas. Qui sont diabétiques de type 2, parce que ceux-ci, l'HAS nous interdit de les opérer en France. Et par contre, les étrangers, ou ceux qui opèrent à l'étranger, notamment au Moyen-Orient, comme ça m'arrive, voient des diabétiques pas très obèses, mais qui sont très gênés par leur diabète et qui guérissent avec le bypass oméga. Moi, je parle de mon expérience koweïtienne. Moi, je pense qu'il faut vraiment évaluer, quoi. Là, on ne peut pas dire que c'est bien, c'est ça bien. Ouais, voilà, il faut le faire. Mais je suis plutôt pour, moi, si on arrivait à faire un essai. J'avais demandé de l'argent pour faire un essai dans ce sens-là avec un chirurgien de Pompidou, le professeur Zinzindoué, mais on n'a pas eu le financement. Donc, à part ça, il y a aussi, vous rencontrez justement, quand vous abordez ces sujets, un lobby de la société pharmaceutique qui vous gêne beaucoup. Et beaucoup plus que vous le pensez. Ouais. Dans le diabète, en ce moment, il y a des difficultés pour obtenir les médicaments qui seraient Jean-Marc Quateline a une question. Oui, félicitations. Votre communication renforce notre volonté d'une mise à jour des recommandations de 2009. Ça, je crois qu'il faut le dire. Il y a une nécessité de mise à jour de ces recommandations de la HAS 2009, aussi bien pour les premières fois que pour la chirurgie de révision. Vous avez parlé des contre-indications psychiatriques. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui, en 2019, comme contre-indications psychiatriques? Les bipolaires, les schizophrènes, les psychotiques, les addictions graves, les alcooliques, les toxicomanes au cannabis, etc. Qu'est-ce qui reste comme contre-indication? C'est difficile de répondre parce qu'il n'y a que des publications sur des petites séries de malades, donc c'est des petites séries de 10, 15, 20 malades, on ne peut pas conclure sur ces données-là. Il y a quand même des travaux
qui semblent, qui vont sortir là prochainement, qui montrent que chez les bipolaires, il peut y avoir des difficultés après la chirurgie bariatrique. Donc, j'ai pas les données, mais je pense qu'il va y avoir des choses qui vont sortir sur les populations de bipolaires. Et moi, dans mon expérience personnelle, je trouve que les patients schizophrènes qui sont stabilisés, si on a l'accord du psychiatre, qui sont vraiment des gens observants, à toutes ces conditions-là, on ne va pas opérer un schizophrène qui a 20-25 ans. Je parle de quelqu'un qui a 40 ans, qui a une maladie qui évolue déjà depuis une vingtaine d'années, qui prend son traitement, qui est suivi en hôpital de jour, etc. Pourquoi pas, ça peut s'envisager. Mais je pense qu'il faut vraiment être super vigilant parce que les gens vous disent pas qu'ils sont bipolaires, ils vous disent qu'ils ont une dépression, qu'ils sont anxieux, puis en fait, vous regardez, ils prennent un peu d'Abilify. Mais voilà, je vois régulièrement des patients, le diagnostic, il n'est pas noté dans les antécédents, il n'est pas fait, et on peut passer à côté si on n'a pas une évaluation correcte de ces troubles psychiatriques. Merci. On peut opérer donc des schizophrènes équilibrés. On peut. Moi, ça m'est arrivé. C'était une contre-indication officielle. En théorie, c'est une contre-indication, mais après, c'est toujours pareil. Je pense qu'il faut On le fait. La solution n'est-il pas, bien sûr, d'avoir l'accord de psychologues et des psychiatres de l'équipe multidisciplinaire, mais aussi et surtout l'accord du psychiatre du malade. En fait, il faut les deux, je pense, parce que le psychiatre traitant, il connaît bien son malade, donc il peut vous dire s'il prend son traitement, etc. Mais les psychiatres, ils connaissent pas la chirurgie bariatrique du tout. Donc, ils savent pas qu'est-ce que ça peut occasionner. Ils s'intéressent assez peu, ça dépend lesquels, mais à l'alimentation. Surtout ceux qui font de la schizophrénie au quotidien. Et donc, il faut vraiment faut vraiment discuter avec eux, leur expliquer les enjeux et tout ça, et comment ça peut perturber le patient. Et après, il y a toute la question de l'absorption des médicaments après la chirurgie, parce qu'on a très peu de données sur l'absorption. Et donc, il y a des médicaments qu'on peut doser, par exemple le lithium, on peut faire des lithémies, etc. Puis des médicaments qu'on peut pas doser. Donc voilà, il faut un peu voir avec eux, discuter avec eux, mais souvent, nous, ce que nous proposent les psychiatres, c'est de faire des dosages pour adapter le traitement. Et ce qu'on a vu aussi, c'est des décompensations post-chirurgicales en aigu, dans les quelques jours qui suivent la chirurgie, chez des patients à qui on a arrêté brutalement le traitement, qui font des sevrages, en fait, avec qui se retrouvent en réanimation, dans des situations catastrophiques. Pour votre dernière diapositive, vous avez parlé des médicaments qui pourraient éventuellement être efficaces, qui auraient une action cardiovasculaire et qu'on ne dispose pas. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques informations supplémentaires et nous dire pourquoi il n'y en a pas en France? Alors, les analogues du GLP-1, notamment, on va parler de cela parce que c'est ceux qui sont le plus efficaces sur le poids. Et puis, il y a des bianalogues qui vont sortir parce que l'analogue du GLP-1, donc c'est un analogue de cette hormone qui s'appelle le GLP-1 qui est normalement sécrété par l'intestin, qui ralentit la vidange de l'estomac, qui coupe la faim au niveau central et qui entraîne une sécrétion d'insuline de façon glucose dépendante. Donc normalement ça donne pas d'hypoglycémie, ça fait sécréter de l'insuline que quand il y a besoin. Donc ces analogues du GLP-1 ils existent, et puis en développement il y a des autres analogues qui vont être des analogues bianalogues du GIP, du GLP-1, voire des trianalogues GIP, glucagon, GLP-1, avec semble-t-il des résultats prometteurs en termes de poids. Sur les analogues du GLP-1 on a 10 ans de recul, on a des études qui montrent que c'est bénéfique sur le plan cardiovasculaire, que c'est bénéfique pour le rein, dans des grosses séries de patients diabétiques de type 2. C'est commercialisé dans le diabète à la dose de 0,6, 1,2, 1,8 mg pour le liraglutide, qui est la molécule avec laquelle il y a le plus d'études. C'est des injections quotidiennes. Après, il y a des nouvelles molécules avec des injections hebdomadaires. Mais voilà en gros le contexte. Et en fait, c'est commercialisé dans beaucoup de pays européens et aux États-Unis à la dose de 3 mg dans l'obésité, parce qu'il y a des résultats sur la perte de poids. Mais en France, donc il y a une AMM européenne qui a été émise par l'EMA. Mais en France, la molécule n'est pas commercialisée par le laboratoire, qui je pense ne veut pas prendre le risque, je peux pas trop parler à leur place, mais de commercialiser ce médicament compte tenu de tout ce qui s'est passé avec les médicaments anti-obésité avant. Et du coup, on peut même pas faire d'ATU, parce qu'il y a une AMM, donc c'est pas hors AMM. On est dans une espèce d'impasse, quoi. Alors de temps en temps, ça nous arrive de l'utiliser, on fait un courrier au médecin conseil pour vraiment des obésités très compliquées, des patients qu'on peut pas opérer de chirurgie bariatrique, et on a envie de faire quelque chose pour eux et on a envie de l'utiliser à 3 mg. Mais en général, les médecins conseils, soit ils répondent pas, soit quand ils répondent non. Alors quand ils répondent pas, je crois qu'on peut utiliser plus ou moins. Et puis quand ils répondent non, on est embêté parce qu'en plus on est quand même spécialiste, on leur met les études, le lancet, le machin, le truc, mais ils veulent pas se mouiller, ils veulent pas prendre le risque de quoi que ce soit. Voilà. Oui. Un peu dans la prolongation de la question d'Iraj,
Que pensez-vous, en tant que spécialiste de la nutrition, en particulier des obèses, de la réaction que devraient avoir les sociétés savantes, les académies, face aux fake news qui sont répandues sur, je sais pas, Comme J'aime ou autres, qui sont des choses qui ont droit de citer. On voit que toutes les difficultés qu'ont les médecins ou les chirurgiens pour faire valider des procédures avec la haute autorité de santé, et face à c'est un problème d'éducation de la population. Leur faire croire qu'avec tel ou tel type de régime, ils vont régler. Alors, comment peut-on contrôler, par exemple, quand ils vous montrent une image avant, une image après, et le poids qui a diminué de manière significative? Il faut se battre contre ça, parce que c'est quand même une contre-éducation de la population. Ouais, mais là, on se bat contre. Mais c'est pas normal. Donc les sociétés savantes devraient réagir pour contredire ce qui est dit dans les médias. Je pense qu'il y a une pression sociale en France qui est très importante vis-à-vis de la minceur. C'est un pays où c'est très mal vu d'être obèse encore à l'heure actuelle, beaucoup plus que dans d'autres pays d'Europe, comme par exemple en Angleterre. Hein. Et donc il y a une espèce de pression sociale, notamment sur les femmes, qui explique probablement que 80% moi c'est mon interprétation, des patientes opérées sont des femmes, et que du coup, comme il y a un marché, il y a plein de gens créatifs qui vont proposer des tas de solutions complètement aberrantes. Et en nutrition, c'est le champ du n'importe quoi, parce que c'est très difficile en nutrition de faire des études bien conduites, parce que quand vous proposez une modification de l'alimentation, en général, c'est assez complexe, c'est pas juste un comprimé à prendre, c'est tout un repas, etc. En général, quand on mange plus de légumes, comme par hasard, on est d'un niveau socio-économique plus élevé, on fait de l'activité physique, on habite en ville, on a un travail, et du coup, il y a d'énormes biais tout le temps dans toutes ces études-là. Hein. Donc, c'est très compliqué de faire de l'évidence-based médecine en nutrition, il faut le faire autant qu'on peut. Mais bon, après ça, c'est de la régulation par l'État, quoi, hein, qui doit dire ça c'est interdit, soit c'est pas interdit. Voilà. C'est quand même prospérer sur la crédulité, la crédulité et les représentations sociales de l'obésité. Et c'est pas normal que les sociétés savantes ne montrent pas au créneau. Non, mais l'ANSES, alors ça doit être l'ancêtre, je sais plus de quoi, l'ANSES là, avait émis, il y a un espèce de guide qui dit que les régimes sont délétères pour la santé. Donc régulièrement quand même, et c'est écrit, je crois, dans les recommandations de l'HS, que les régimes sont délétères, etc. Mais bon, après, une fois qu'on l'a écrit, personne le lit, et puis les gens, ils veulent maigrir avant l'été. C'est important, il faut. Donc voilà. Mais pour être un peu... Vive le médiateur. Pour être provocatrice, nous, en tant que médecins, on trouve que la régulation sur le médicament, elle est beaucoup, beaucoup plus dure que la régulation sur la chirurgie. Et nous, on trouve que pour disposer d'un nouveau médicament, c'est extrêmement difficile, alors que quand on est chirurgien et qu'on a une idée, on peut la tester, en fait. C'est peut-être de moins en moins vrai. Hein. Ouais. Voilà. Mais ça pouvait être vrai. Et c'est vrai que, voilà, nous, pour qu'un médicament, par exemple du diabète, soit commercialisé, vous voyez, c'est très long, il faut montrer un bénéfice cardiovasculaire, il faut montrer, etc. C'était pas forcément le cas pour la chirurgie il y a quelques temps. Voilà. Très bien, on va poursuivre.